légale du citoyen concerné. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 1er juillet. Lutte contre la corruption et protection de l'économie nationale, le thème d'une conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Tipaza en présence du ministre de la Justice. La journée d'études est initiée par l'Office central de lutte contre la corruption. L'OPEP et ses alliés menés par la Russie se retrouvent ce soir à Vienne où ils devraient maintenir le cap des limitations de production de pétrole. Le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab y participe. Et du football, bien sûr, rendez-vous ce soir à 20h, heure algérienne, pour le dernier match du premier tour où l'Algérie affrontera la Tanzanie. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, cette journée d'études ayant pour thème lutte contre la corruption et protection de l'économie nationale qui s'ouvre aujourd'hui à Tipaza. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, y participe. La rencontre est initiée par l'Office central de lutte contre la corruption et elle se déroule actuellement à l'École supérieure de magistrature de Koléa. Nous aurons plus de détails sur cette conférence dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Énergie à Vienne, Mohamed Arkab, s'est entretenu ce matin avec son homologue saoudien de l'énergie, de l'industrie et de ressources minérales, Khalid El Falih, et le ministre du pétrole vénézuélien, Manuel Salvador Quevedo Fernandez, en prévision de la réunion de l'OPEP prévue ce soir. Mohamed Arkab, qui est également vice-président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, prendra part aujourd'hui et demain aux réunions ministérielles de l'organisation et de ses partenaires. L'OPEP et ses alliés menés par la Russie devraient maintenir le cap des limitations de production de pétrole plébiscité par le duo Moscou-Riyad. Le prix du panier de 14 pétroles bruts qui sert de référence à l'OPEP et s'est établi vendredi à 65,60 $ le baril. Tunis a accueilli la 20e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision. Le festival a pris fin hier. L'ASBU, qui célébrait cette année son cinquantenaire. La télévision publique a reçu à cette occasion de nombreux prix. Une émission culturelle portant sur le Maoulid Nabawi Sharif a été primée, a reçu le 2e prix notamment. Et dans la catégorie des sitcoms, Nar El Berida a raflé le 2e prix également. Enfin, la radio nationale a reçu elle aussi 2 prix pour ses travaux. Le taux de réussite aux épreuves du brevet d'enseignement moyen a atteint cette année les 55,47% au niveau national. Le chiffre est tombé ce matin. Il a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui a précisé que le taux d'admission était de 66,73% sur l'ensemble des élèves scolarisés. Les résultats seront affichés au niveau des établissements scolaires ou alors il est possible de les consulter sur le site de l'ONEC, bem.onec.dz. Dans le reste de l'actualité, le développement de l'aquaculture à Mostaganem passe par la pisciculture. Un projet de 8 cages flottantes est en train de se concrétiser pour une production de 700 tonnes par an de loups de mer et de dorades. Saïda Mayouf, reportage. Sur la plage de Sidi Mansour, à l'extrémité ouest de la zone d'activité aquacole de Stidia, nous assistons à la mise à l'eau d'une cage flottante tractée par un sardinier pour concrétiser ce projet en pisciculture d'un ensemble de 8 cages flottantes. La mer a toujours été une passion pour moi. Et le fait de pouvoir conjuguer une passion avec un métier, c'est très intéressant. En 2017, on a senti qu'il y avait vraiment un élan de facilitation concernant l'aquaculture et beaucoup de mesures d'encouragement concernant le secteur. Donc on a voulu saisir cette opportunité pour justement concrétiser ce beau projet. Donc on a eu facilement, je vous avouerai que la direction de la pêche de Mostaganem nous a largement facilité les choses. On a eu les autorisations en un laps de temps très court et surtout on leur a montré qu'on avait les capacités financières de mener à bien ce projet. Alors le projet à la base en matière d'équipement il tourne aux alentours de 250 millions de dinars. Ça c'est sans compter bien sûr les alevins
et la nourriture, qui elle coûte à elle seule environ 250 millions de dinars supplémentaires. Avec une superficie de 4 hectares sur la terre ferme et 4 hectares en milieu marin, cette mise en place des caches flottantes pour la production de 700 tonnes de loup de mer et de dorade est située à 4 km de la plage, une aubaine pour cet investissement. Ces cages, justement, ont la caractéristique de pouvoir être immergées sous l'eau en cas de mauvais temps. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas... C'est pas tous les jours qu'on a des vagues de 6 à 7 mètres, mais quand ça arrive, on aime bien prendre nos précautions. Donc on a opté pour des cages submersibles. On est sur de la dorade royale et du loup de mer. Voilà. Donc on est sur les 700 tonnes, on est environ 500 tonnes de dorade et 200 tonnes de loup de mer. Ce projet de cage submersible aura créé 12 emplois directs et 30 indirects. Il s'inscrit dans une perspective à l'horizon 2021 visant le développement de la pêche et de l'aquaculture. Dans le cadre de la stratégie nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture, à horizon 2021, pour doubler la production de 100 000 tonnes à 200 000 tonnes, la wilaya de Mostaganem la commission de wilaya présidée par M. Louali en 2018 a accordé 23 projets pour les opérateurs économiques. Ces 23 projets, nous avons 14 projets pour la pisciculture et les autres projets pour la conchyliculture et la méticulture, dont 2 sites, le site de Stidia et le site de Sidi El Khadar. La stratégie, c'est de doubler la production de 10 000 tonnes actuellement en pêche maritime à 20 000 tonnes d'ici 2021. Nul doute, l'aquaculture est l'alternative à la surpêche et aux besoins sans cesse croissants des populations en produits de la mer. Lancement depuis plus d'une semaine d'une campagne de sensibilisation sur les incendies de forêt et autres palmeraies dans la wilaya de Ouergla. Une campagne en direction des agriculteurs de la région qui enregistre chaque année la perte de plusieurs milliers d'hectares de couvert végétal dans leurs exploitations agricoles constituées essentiellement de palmiers dattiers. Kerim Haïfa. Des palmeraies à perte de vue, des milliers d'hectares de couverts forestiers, un patrimoine floristique considérable dans la wilaya de Ouergla. Un patrimoine menacé par les feux durant les 3 mois de l'été que les services des forêts et la protection civile de la wilaya tentent de sauvegarder. Il faut absolument faire attention quand vous allumez un feu pour vous débarrasser des feuilles mortes et autres déchets naturels. Un feu qu'il faut absolument éteindre une fois les déchets consumés. Un feu qu'il faut absolument éviter également d'allumer les jours où il y a du vent. Il faudrait également savoir délimiter le foyer avec des pierres pour éviter sa propagation, sans oublier de nettoyer de temps en temps les palmeraies en enlevant toutes les herbes sèches. Chaque année, on établit un plan d'urgence pour la lutte contre les incendies de forêt et autres palmeraies avec des procédures à suivre très précises. Un plan qui inclut également des campagnes de sensibilisation en direction des agriculteurs. Les éléments de la protection civile sillonnent ainsi l'ensemble des exploitations agricoles pour expliquer aux agriculteurs la conduite à tenir devant un départ de feu. Ce serait bien de nous aider dans la lutte contre ces incendies dévastateurs, avec la création par exemple d'un poste de la protection civile près de nos champs. Pour arriver à des résultats probants, il fallait lancer cette campagne de sensibilisation en direction des agriculteurs sur lesquels on compte beaucoup pour le désherbage régulier de leurs parcelles de terre. Par ailleurs, des exercices de simulation sont programmés cycliquement au profit des éléments de la protection civile de Ouergla dans le but de tester le niveau d'opération de ces éléments et évaluer leur aptitude à réagir rapidement face à des situations difficiles. Dans l'actualité internationale, au moins 5 manifestants ont été tués dans les rassemblements qui ont eu lieu hier au Soudan pour demander aux militaires de céder le pouvoir aux civils. C'est en bref et résumé par Naïm Mahaouch.
Au Soudan, au moins 5 manifestants ont été tués dans les rassemblements d'hier pour demander aux militaires de céder le pouvoir aux civils. Il y a eu également de nombreux blessés. À l'appel du principal mouvement de la contestation, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le Soudan pour faire pression sur le Conseil militaire de transition qui a pris les rênes du pouvoir après la destitution en avril du président Omar el-Béchir. Les rassemblements de ce dimanche sont les plus importants depuis la dispersion sanglante le 3 juin d'un sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum qui avait fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Une forte explosion a secoué ce matin le centre de Kaboul. La déflagration s'est produite à l'heure de pointe à proximité des locaux de la chaîne Shamshad TV qui a brièvement cessé d'émettre avant de diffuser des images de ces locaux très endommagés. Au moins 65 personnes, dont 9 enfants, ont été blessées. L'explosion intervient alors que les États-Unis et les talibans ont commencé ce samedi à Doha de nouvelles discussions visant à trouver une issue au conflit en Afghanistan. À Hong Kong, des affrontements ont éclaté entre policiers et protestataires qui tentaient d'entrer dans le Parlement. Ces échauffourées interviennent avant une grande manifestation prévue pour l'anniversaire de la rétrocession à la Chine. Le Parlement a été au centre des manifestations ces dernières semaines en réaction à un projet de loi du gouvernement visant à autoriser les extraditions en Chine continentale. Le texte désormais suspendu a précipité des foules immenses dans les rues de Hong Kong, ancienne colonie britannique devenu territoire semi-autonome au lieu de la finance internationale. Un peu de fraîcheur. Une couche de glace a recouvert la ville mexicaine de Guadalajara et ses environs après de fortes chutes de grêle qui ont surpris les habitants et endommagé habitations, commerces et véhicules. Si la grêle n'est pas inhabituelle à cette période de l'année, celle de ce dimanche a été d'une intensité jamais vue avec une couche de glace atteignant jusqu'à 2 mètres. Selon les météorologues, le phénomène s'explique par l'instabilité de l'atmosphère, à savoir que la chaleur à terre a grimpé pendant qu'une forte humidité s'accumulait dans le ciel. C'est peut-être le fromage le plus cher au monde. C'est aussi le fromage que personne au monde ne fait et n'aurait jamais pu fabriquer. Blanc, dense et riche en saveurs, le fromage danès serbe, unique en son genre. Il serait non seulement délicieux, mais également bon pour la santé. Selon son producteur, le résultat de cette merveille de la nature sont divers produits fabriqués à partir de lait d'ânesse. Le seul bémol, il n'est pas pour toutes les bourses car il coûte 1 000 € le kilo. Bon appétit quand même. Et retour au pays. La ferme pédagogique de Zeralda organise chaque fin de mois le marché des produits du terroir. Durant 4 jours, vous pourrez y découvrir des produits frais et sains, sans additifs ni produits chimiques, soigneusement préparés par des artisans. Cette initiative qui encourage le bio vise à sensibiliser aussi bien les producteurs que les consommateurs. Mariam Moussaïd. Le marché du produit du terroir s'installe comme chaque mois à la ferme pédagogique de Zeralda. Un rendez-vous très attendu et prisé par les amateurs et les fins gourmets. Donc on est là pour 4 jours et on attend beaucoup de monde, c'est vrai, parce qu'il y a des habitués, il y a des gens, il y a de bouche à oreille, des gens qui aiment ces produits, qui vraiment... Et puis ça nous aide aussi, pourquoi? Ça nous aide à aider ces gens qui produisent, à trouver des débouchés, parce que non seulement ils ont des bons produits, mais ils sont sains aussi, les gens leur font confiance, ils achètent les produits. Donc on l'a toujours dit, manger sain, manger algérien. Voilà. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, hein, c'est clair. Au lieu d'avoir des doutes, acheter un produit, il vient de nulle part, je ne sais pas comment était le process de production, les additifs, les produits qu'on ajoute en général, traitements, etc. Tout. Nous, on essaye de sensibiliser et le producteur et le consommateur, les deux à la fois. Donc ça devient une culture et c'est une valeur ajoutée, créer de la richesse, créer des emplois. Venus des environs d'Alger et des wilayas avoisinantes, de nombreux produits sont exposés. Allant des fruits et légumes bio, cultivés dans une ferme agricole à Cheraga, jusqu'aux olives et aux huiles extra vierges venues des hauteurs de Kabylie. De nombreux produits sont proposés, comme des nouvelles pâtes à tartiner faites à base de sésame et de coulis de date. Des innovations qui ravivent les papilles
et des amateurs de nouvelles saveurs. Les pâtes à tartiner, on a la pâte de sésame, نديروها بالرب ونديروها mélange de dattes. وعندنا les beurres de cacahuètes, عندنا beurre de cacahuètes au miel d'abeille ونديروها تانيك بالرب. Beaucoup plus مليح pour les enfants parce que c'est naturel, sans colorant, sans conservateur. À chaque fois, à chaque fois تجيني ليدي تجيني حاجه هكا في راسي باش ندير وتخرج لي ندير في لابو تاعي نبدا ندير هذيك مع هذيك حتى تخرج حاجه بنينه وحلوه. ولادي هما الاولى اللي يذوقوا هما اللي يعطوني la vie favorable. Vanneries, bijoux, étoffes en laine pure sont eux aussi exposés, car la recherche de la qualité ne s'arrête pas qu'aux saveurs. Les produits cosmétiques faits à base de produits naturels voient eux aussi un regain d'intérêt. Manger et consommer naturel devient une priorité. On a des produits de beauté et des produits plus thérapeutiques. D'accord. Il y a les deux volets. Il y a le volet cosmétique et le volet aromathérapie. D'accord. Dans le volet cosmétique, vous avez tout ce qui est hydrolat, donc le géranium, lavande, romarin, rose, fleurs d'oranger. Vous avez les crèmes hydratantes, vous avez des crèmes anti-rides. Il y a aussi des crèmes cicatrisantes qui sont entre les deux, on va dire. Oui. Après, on a des produits plus thérapeutiques, donc les sels de bain aux huiles essentielles, des baumes apaisants, des huiles de massage. Une exposition de 4 jours qui ravivera vos sens, un véritable marché où se mêlent subtilement tradition et nouveauté. Et on reste avec les traditions. Mezrena al-Mahrousa, un petit restaurant pittoresque situé au cœur de la Casbah, là-bas tout y est authentique. Mohamed Sidi Khlef, plus connu sous le nom de Momo, très attaché à son histoire et à son patrimoine, a voulu recréer l'ambiance conviviale dans laquelle il a grandi. Il propose des plats traditionnels sans trop de chichi, préparés par sa mère et ses sœurs. Et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui. Friel Hamdi l'a rencontré. Cris de bambins, échos de voix, de kasbadji, murs décrépits sont autant d'ingrédients qui constituent le décor de ce vieux quartier algérois. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que nous a accueillis Mohamed Sidi Khlef dit Momo dans sa douira transformée en un restaurant traditionnel, Mezrena al-Mahrousa, situé à la rue des Abderrahmane. Comme j'aime bien le patrimoine, ce qui est ancien et identique de la Casbah, donc un jour, j'ai pensé de transférer cette vieille maison qui est dans le cadre de l'UNESCO de patrimoine et de le préserver, notre patrimoine, de la faire transférer, pourquoi pas, à une maison, en même temps sur une table haute. Donc avant, c'était bien fréquenté et en ce moment et actuellement, donc on reçoit beaucoup de monde. La tradition et la culture sont un élément essentiel de la vie dans la Casbah. Elles créent une atmosphère que les visiteurs ne trouveront nulle part ailleurs en Algérie. Momo, chaque matin, descend à la pêcherie. Donc à la criée, il achète sa sardine, donc elle est fraîche. Hein. Et bon, aujourd'hui on a mangé de la... Mais d'habitude, c'est des plats typiques. C'est typique à la Casbah. On mange propre. Et c'est très bon. Donc la cuisine se fait par la maman et les sœurs. C'est la première fois donc on est venu avec notre guide et nous ce qu'on voulait c'était vraiment quelque chose de pittoresque, quelque chose qui sentait vraiment la Casbah, pas les petites échoppes, vraiment quelque chose avec un patio, tout ça. Et c'est ce qu'il nous a proposé et c'est exactement ce qu'on voulait, manger local, les sardines, les frites, haboud, enfin voilà tous les plats locaux avec le décor qui s'y prête. Chez Momo, une table bien garnie toujours au programme, faisant un rappel aux plats traditionnels de notre pays, ainsi la cuisine traditionnelle qui nous fait voyager à travers le temps. Le concept le patrimoine donc il sera plus beau avec l'adawat les achetant. Le concept de faire développer notre produit local et faire venir le monde entier chez nous. Alors, si vous voulez déguster les bons plats bien de chez nous, une seule adresse, le restaurant Mezrena al-Mahrousa.
De la Casbah d'Alger à celle de Béjaïa, une citadelle édifiée pour faire face à toute invasion étrangère, surplombant les flots de la Méditerranée. Cette ville antique a été le berceau des civilisations et aussi un lieu incontournable pour les érudits. Le reportage de Sihem Moussa, commentaire de Fela Abraz. Entre ces murets et ces dédales, le temps n'a fait qu'accentuer l'histoire, le brassage des civilisations de cette antique Casbah. Il s'agit de Béjaïa, ou Fégaïef, qui veut dire la cité. Une cité qui repose au bord des flots de la Méditerranée. Ses murs et ses murets sont les témoins de son histoire, une histoire qui nous relate son édification qui remonte à la civilisation romaine. Son édification remonte à l'an 40 après Jésus-Christ. La façade donnant sur la Méditerranée avait pour rôle de sauvegarder et sécuriser la Casbah de toute invasion extérieure. La Casbah a joué également un rôle dans la transmission du savoir et de la science au Moyen-Âge. Des personnalités scientifiques et littéraires y ont séjourné, venues de partout pour étudier ou pour enseigner, notamment le philosophe et l'historien Ibn Khaldoun, qui avait enseigné dans cette antique mosquée. Dans cette mosquée édifiée par les Almohades, Ibn Khaldoun est venu d'abord chercher le savoir et étudier notamment la jurisprudence, qui était très développée à Béjaïa. Et dans une deuxième phase, il est revenu pour enseigner. La Casbah de Béjaïa, lieu de culte et de savoir, cette citadelle, témoin de l'histoire et du temps, constitue un patrimoine régional et national précieux. Qsar Lalla Fatma, un site archéologique d'une grande beauté situé dans la wilaya d'El Tarf, un site datant de l'époque romaine, enfui dans une forêt de chênes-lièges. La wilaya renferme d'autres richesses naturelles. Ces zones humides représentent un réservoir exceptionnel de la biodiversité dans la Méditerranée. Je vous propose de découvrir tout cela en images avec Soumia Zroueli. Qsar Lalla Fatma, un site archéologique se situant à Oued El Djenan, dans la commune d'El Ayoun, sur les hauteurs de la wilaya d'El Tarf. Datant de l'époque romaine, il constitue l'un des repères identitaires et culturels de la wilaya. Ce site archéologique est composé d'une villa, d'un ensemble de fermes, d'huileries, d'ateliers de transformation de produits agricoles. Il y a également un hammam et des réservoirs d'eau datant de l'époque romaine, distantes d'environ 6 km du Qsar. La forêt du lac Tonga, une autre curiosité touristique de la région à découvrir absolument. Nous proposons aux touristes et visiteurs du parc national d'Al-Qala des virées touristiques et des circuits dans les zones humides qui abritent de nombreux lacs et un écosystème unique dans le bassin méditerranéen. Ce parc est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. El Tarf, une région envoûtante faite de forêts, de lacs, de rivières et de rochers escarpés qui plongent dans la mer, des sites archéologiques ça et là, des richesses extraordinaires à vivre et comme un autre don de la nature, les plages d'El Qala et ses criques naturelles sont d'une beauté exceptionnelle et avec toutes ces potentialités touristiques qu'offre la région, la wilaya enregistre un déficit en matière d'infrastructures d'accueil. La wilaya de Taraf compte 20 établissements d'accueil d'une capacité de 1347 lits. Le parc hôtelier a été également renforcé avec des camps de vacances pour accueillir les enfants du Sud et les jeunes. L'hôtel El Morjan a été mis à niveau. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 70%. La wilaya compte également 7 forêts pour la détente. Recelant un potentiel touristique diversifié et richement fourni, la wilaya de Taraf représente un paradis sur terre à valoriser. Et justement, nous allons parler des enfants du Sud qui, chaque année, profitent des colonies de vacances dans les régions du nord du pays. Ces vacances, inscrites dans le cadre du programme Nord-Sud, sont organisées par la Direction régionale de la jeunesse et des sports au profit des enfants de familles nécessiteuses ou de régions enclavées. Ouergla a déjà pris en charge 250 enfants dans un premier temps. Hassiba Abdallah. 250 enfants originaires de Ouergla vont prendre le bus. Direction les villes côtières où ils seront logés dans des camps de vacances. Certains d'entre eux vivent dans des zones enclavées. Ce voyage leur permettra de fuir la chaleur, le stress pour quelques jours. ان شاء الله يستمتعوا ويرجعوا فرحانين كما راهم رايحين. اول مره نروحوا زعما كنت خايفه شويه من بعد شويه خلاص خفت هاي رانا رايحين لتبازا ورانا فرحانين من هنا راهي سخانه
رايحين نتبحروا ونتبردوا ونفرحوا. أنا رايح المخيم الصيفي وعجبنا الحال وفرحانين. إن شاء الله. Ces vacances sont une bouffée de chaleur pour ces enfants, vu l'absence des structures de distraction et de loisirs dans leur wilaya. Elles sont organisées par la direction de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme Nord-Sud. La direction a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour que nos enfants passent de bonnes vacances d'été. Nous avons engagé des cadres spécialistes pour encadrer ces 250 enfants venus des communes de Hassib Ben Abdallah, Sidi Khouiled, Mboussa et Tougourt. Ce voyage sera suivi d'autres sorties. La direction de la jeunesse et des sports prévoit chaque année plusieurs sessions de colonies de vacances afin d'en faire profiter un maximum d'enfants. On leur souhaite à tous de passer de bonnes vacances. Le rendez-vous sportif du jour, Algérie-Tanzanie, dans le cadre de la CAN 2019. La sélection algérienne de football aspire à confirmer son regain de forme devant les Taifa Stars de Tanzanie, virtuellement éliminés après 2 défaites de rang dans le groupe C, ce soir au stade Salem du Caire pour le compte de la 3e et dernière journée de la CAN 2019. Le match sera retransmis en direct sur la chaîne terrestre à 20h, heure algérienne. L'entraîneur de la sélection algérienne, Djamel Belmadi, a affirmé lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il visait un parcours sans faute en phase de poule. Et en raison de la diffusion du match à 20h, le journal de Canal Algérie sera avancé à 18h et celui du 20h sera diffusé à 19h. Et les supporters des Verts qui ont fait le déplacement au Caire se préparent déjà pour le match de ce soir. Ambiance et bonne humeur assurée en Égypte. Je vous propose de découvrir tout cela en images. On a une culture, on aime le foot. Premièrement, on aime l'aventure, on aime les voyages, on aime s'amuser. Tout ça, c'est réuni quand c'est tout ça qui nous ont fait venir en Égypte. L'Algérien, il est fou du football de son pays. Il est fier, il a la fierté. Il se donne tout le monde. Il va à l'équipe nationale. Au Brésil, ils étaient très nombreux. Ils ont fait le spectacle. Et la distraction, même aux équipes adverses. C'est des supporters qui font beaucoup de distractions. On va prendre la coupe, ouais! Voilà, c'est une belle ambiance d'avant-match pour la rencontre de ce soir, Algérie face à la Tanzanie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahou, je vous rappelle, pour le journal diffusé à 18h. Très bonne journée à tous, au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, le temps s'annonce plutôt ensoleillé sur une grande partie des régions nord, comme on peut le voir sur l'image satellite, avec toutefois quelques nuages, mais passagers sur les côtes centre. La moitié sud connaîtra un ciel partiellement voilé vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili, mais le plus souvent voilé sur la Sahara, le Nord Sahara et les oasis. Pour cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, mais peu nuageux près des côtes centre. Vers l'intérieur, les hauts plateaux
plateau de l'ouest et le centre, eh bien, le ciel restera passagèrement nuageux avec développement de foyers orageux pouvant engendrer quelques pluies durant l'après-midi. Ces pluies peuvent évoluer localement, mais en cours de nuit près des côtes centre vers l'intérieur est, rien à ciel, le soleil va prédominer. La moitié sud partiellement voilée vers l'extrême sud, le Hégart Tassili, également le Sahara oriental avec une faible tendance orageuse, mais le plus souvent voilé sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord Sahara, également les oasis avec des foyers orageux pouvant donner quelques pluies vers ces régions. Sur le Sahara central, rien à signaler, le soleil va prédominer avec toutefois deux fréquences seulement de sable vers l'extrême sud, le Hégart Tassili, le Sahara oriental, le sud des oasis et le Sahara central. Les températures durant cet après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 38 degrés du côté de Djelfa, 37 à Mascara, 36 Tlemcen, Al Biad également, Sétif, 34 à Batna, Tizi Ouzou et Oran, 30 degrés Alger, Annaba, au sud 42 degrés du côté de Biskra, 43 Gardaya, 44 à Béchar, 46 vers Tindouf, Insalah, 36 degrés à Tamanrasset.